La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 1, Économie. Chapitre 2. Libéralisme. Une société humaine parfaitement organisée n'est jamais à l'abri d'un libéralisme outrancier. On les appelle les raideurs. Ce sont des spéculateurs, sans foi ni loi, qui à l'aide d'une corruption tous azimuts s'emparent, par la force, des biens d'autrui. Ils falsifient des documents et interviennent auprès des personnes, en les expulsant. Ils utilisent les vides juridiques, pour manipuler, intimider, faire du chantage et assassiner si nécessaire. Il s'agit, dans tous les cas, d'opérations frauduleuses et criminelles. Tous les secteurs économiques sont touchés. Cela va du simple particulier qui est jeté à la rue, alors qu'il est propriétaire de son logement. Il s'attaque également aux commerçants, en les expropriant de leurs magasins. Il n'hésite pas à s'attaquer aux industriels. Par le fait, ils parviennent à corrompre tout le monde, aucune police, ni magistrature, ni gouvernant politique ne s'oppose à eux. Plusieurs dizaines de milliers de raids sont effectués chaque année. La peur, face à ces raideurs, est permanente, car tout un chacun qui possède, même peu, peut être l'objet de leurs attaques totalement illégales. Tous les niveaux de la société sont à risque. Il n'y a plus aucune sécurité, au niveau du droit. Comment ces crapules opèrent-elles ? Il faut bien comprendre que pour qu'une telle réalité puisse s'installer, il est indispensable que l'oligarchie dirigeante d'un État soit lui-même impliquée. C'est un système féodal qui dirige, en coulisses. Le système mafieux est impliqué à tous les niveaux compétents. Ce sont eux qui établissent les règles du droit qu'ils imposent. C'est tout le système économique étatique qui corrompt et est corrompu. Pour pouvoir exproprier, à grande ampleur, le système des raideurs est parfaitement rodé. Il suffit que des fonctionnaires, très haut placés, agissant, conséquence, dans les services de police, de douane, du fisc et qu'ils soient mis en action. Des hauts responsables bancaires sont aussi dans le système, pour établir des faux documents de prêts non honorés. Si, par mégarde, une victime cherchait à se défendre, un procureur, lui aussi, appartenant au système, rédigera un chef d'inculpation, justifiant une mise en détention immédiate. Du côté des banques et concernant les entreprises, leur astuce est simple et efficace. Elles octroient un prêt de développement à une entreprise, puis elles en dénoncent le crédit, avant son terme, en exigeant le remboursement immédiat du solde. Si l'entreprise ne peut payer, elle tombe irrémédiablement dans le piège. Les documents d'octroi avaient préalablement enfermé des clauses précises qui permettent aux banques de saisir l'entreprise. Quelques entrepreneurs chanceux s'évadent vers l'étranger, les autres pourrissent dans les prisons. Des oligarques, des régimes précédents, sont eux aussi des cibles préférentielles. Il suffit donc que des pressions soient exercées, au bon endroit, pour qu'il n'y ait plus de droit. Les États qui fonctionnent ainsi sont généralement dotés de grandes réserves de matières premières ou de sources d'énergie naturelle. Les États voisins qui continuent à entretenir des relations normales avec ces systèmes étatiques mafieux savent pourtant le risque que leur hypocrisie cynique fait courir à leurs citoyens. En réalité, tous les pays savent que de tels régimes peuvent s'installer n'importe où et surtout en Europe, puisqu'ailleurs, c'est déjà fait. À titre d'exemple, l'ancienne RDA fonctionnait ainsi. Une erreur. Le peuple islandais a contraint son gouvernement au complet, à la démission. Les banques à l'origine du désastre économique islandais ont été nationalisées. Le peuple a également décidé que les dettes qui avaient été contractées par la cupidité des dirigeants de ces banques, auprès des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, ne seraient jamais remboursées. Une assemblée populaire a été diligentée, afin de réécrire la constitution du pays. C'est une révolution pacifique d'un peuple, envers les représentants irresponsables du pouvoir. La plupart des responsables des banques incriminés, directeurs et cadres supérieurs, ont été mis en prison.
Mais certains d'entre eux sont quand même parvenus à quitter le pays avant d'être inquiétés. Le peuple a refusé de payer la dette qui lui était impartie à la suite de la faillite de l'État islandais. Le référendum populaire organisé a recueilli 93% de non au remboursement de la dette. Les moyens d'information du monde entier sont restés totalement muets à cet égard. La monnaie? Est-il possible d'envisager une autre société? Une autre organisation de la société, qui n'ait plus recours à la monnaie, comme système d'échange. Des échanges de denrées ou de services entre les personnes sans argent. L'organisation actuelle consiste à gagner de l'argent, grâce à un emploi ou par quelque autre moyen que ce soit. La société de consommation, telle qu'elle est organisée à acquérir des denrées, des biens et des services, par l'intermédiaire d'une banque. Par contre, si vous ne pouvez pas travailler, quelle qu'en soit la raison, vous êtes mis hors circuit. Vous ne pouvez plus fonctionner dans le système. Vous n'avez pas de moyens financiers. Vous n'avez alors plus aucun droit à l'accès dans l'organisation de la société. Vous ne pouvez plus, d'aucune façon, participer à aucun projet, de quel ordre que ce soit. La liberté, l'égalité, la fraternité, tout ça n'existe plus, pour celui qui n'a plus le droit de participer à l'élaboration sociale. Toute l'organisation sociale repose sur le gain. Sans argent, vous n'existez tout simplement plus. Une organisation sociale sans banque, sans monnaie, sans facture, sans argent d'une quelconque nature, serait-ce alors un retour à un style de vie en régression sociale? Un retour à l'économie de subsistance, de cueilleurs-chasseurs, de paysans-éleveurs. Cela engendrerait-il une fracture sociale, sans loi, ni ordre social? Un tel modèle de désorganisation économique aboutirait-il à un règne de la délinquance, pour la survie? Voilà des perspectives peu réjouissantes. Nous pouvons aussi envisager que la suppression de l'argent, comme monnaie d'échange, pourrait rendre la vie bien plus agréable et bien plus responsable. Nous devons considérer que la détention de l'argent qui permet les échanges et les achats n'est pas une obligation. Les achats de nourriture, de vêtements, de logements, d'accès au réseau de distribution d'eau, d'électricité, peuvent être envisagés autrement que par l'intermédiaire de l'argent. L'argent n'est utile qu'à celui qui le possède. Mais que devient celui qui n'en a pas ou pas suffisamment pour vivre ou survivre? Notre technologie, que nous avons mis au point peut-elle se passer de notre intervention? Pas tout à fait, c'est encore vrai, mais pour peu de temps. Tout pourra être réalisé à partir des robots, qui au fur et à mesure de leur mise au point, supprimeront les emplois qui permettaient, jusque-là, de faire fonctionner la société humaine, dans le modèle organisationnel qu'elle avait engendré. Plus rien ne fonctionnera comme avant. Cette technologie est seulement utile et efficace pour leurs instigateurs. Les hauts dignitaires de l'organisation sociale n'ont plus besoin de cette armée d'esclaves qu'ils dirigeaient, à la carotte et au bâton. Les machines remplacent les travailleurs, donc les emplois. Chacun d'entre nous ira bientôt remplir la horde de chômeurs et de mendiants, quémandant une aide pour le droit à la survie. Paradoxalement, c'est peut-être là notre chance, nous voilà libérés des travaux pénibles, parfois insupportables, que nous octroyaient nos bourreaux, sans foi ni loi, sous le couvert de leur générosité, à nous permettre de vivre ou de survivre, dans des conditions sociales souvent déplorables. La production des denrées, des biens et des services sont devenus bien plus faciles, et cela s'améliorera encore. Le seul problème, et il est de taille, c'est qu'il n'y a plus que ceux qui peuvent encore se les octroyer, parce qu'ils possèdent l'argent nécessaire, qui y auront accès. Les autres regarderont, s'ils sont encore vivants. C'est bien de ce problème qu'il s'agit. Comment vivre, si l'on n'a plus la possibilité de participer à l'organisation d'ensemble, de la société humaine? Le système économique actuel consiste au transfert des masses monétaires entre les acteurs économiques. Ce sont nos oligarques qui jouent tout simplement au Monopoly entre eux. Ils ont la ferme conviction qu'ils sont les élus des dieux. Il est donc bien normal, à cette condition, qu'ils décident du sort des masses populaires qui leur sont asservies. Leurs décisions sont sans appel.
Puisqu'ils n'ont plus besoin de ces armées d'esclaves, il n'y a plus qu'à les faire disparaître. Et c'est dans leur projet que de les anéantir, par quelque moyen que ce soit pouvant être mis à leur disposition. Sans doute, considérez-vous que ça n'a pas de sens, que votre vie vaut bien la leur, mais ce n'est pas leur avis, ce sont eux les êtres supérieurs, qui ont le droit d'accès à la vie, et eux seuls. Leurs actions, eugéniques, auraient déjà commencé. L'extermination pourrait être assez facile à mettre en œuvre, en ce qui concerne une telle décision. L'utilisation de l'argent n'a eu qu'une conséquence, créer des inégalités constantes. Qui décide, qui reçoit et quoi? Les notions de nantis et de démunis sont abolies. Seuls les grands maîtres ont décidé d'être. Bien sûr, nous considérons cette perspective comme injuste, immorale et même inutile. Oui, mais ce n'est pas l'avis de ceux qui dirigent la société humaine. Est-il alors totalement utopique de penser à un monde libre, libéré des contraintes du passé? La technologie peut-elle aussi profiter à tous les êtres humains? De toute façon, dans l'organisation de la société humaine, telle qu'elle se réalise, il n'y aura pas de place pour tous, il devient donc impératif, pour les autres, de s'organiser autrement. Quelle est donc cette autre façon d'envisager l'avenir des humains, actuellement présents sur notre planète? C'est tout simplement une organisation sociale sans argent, faite d'une réelle liberté, égalité et fraternité. Y aurait-il une ou plusieurs chartes qui pourraient nous guider? En voici une, la charte du monde libre, dont des éléments en ont été extraits. Les raisons et les implications de cette charte peuvent paraître complexes, cependant, les principes sont, en eux-mêmes, très simples. Cette charte propose 10 principes fondamentaux sur lesquels fonder une toute nouvelle société mondiale reposant sur l'équité, le bon sens et la survie. S'ils sont respectés, ces principes réaliseront, dans une juste mesure, l'égalité entre les hommes, réduiront la souffrance et l'injustice, créeront une société collaborative encourageant le progrès et la technologie, tout en garantissant un monde sain, diversifié et durable pour l'ensemble des espèces. La principale préoccupation de l'humanité est le bien commun de l'ensemble des espèces vivantes et de la biosphère. Les êtres humains, les animaux et les plantes font partie intégrante de la nature et de cette biodiversité. Nous ne sommes ni en dehors ni au-dessus d'elle. Toutes les espèces de notre planète sont liées les unes aux autres, et dépendent directement et indirectement les unes des autres pour leur survie. L'impact physique de l'humanité sur le monde est désormais si grand que nous devons faire preuve de sagesse et de responsabilité. Toute décision doit désormais tenir compte, non seulement de nos besoins, mais aussi de ceux de toutes les espèces. La vie est précieuse sous toutes ses formes, et doit pouvoir librement s'épanouir au sein d'un bien commun global. La vie est aussi nourriture et les espèces existantes dans notre monde forment une chaîne alimentaire complexe. Pour la préserver et donc préserver la biodiversité et assurer notre survie, nous devons respecter le bien commun de toutes les espèces lors de nos interactions avec l'une d'elles. 3. Les ressources naturelles de la Terre appartiennent à l'ensemble de ses habitants, et doivent être librement partagées dans le respect du bien commun. Chaque être vivant sur cette planète a automatiquement droit à une part des ressources naturelles de la Terre et peut les utiliser pour mener une existence saine et épanouissante sans obligations ou subordination à tout autre être. Du fait de sa taille et de son mode de vie complexe, l'humanité a le devoir particulier de ne pas surexploiter les ressources naturelles ou de les utiliser plus que nécessaire pour entretenir un mode de vie satisfaisant et sain, respectueux du bien commun. 4. Chaque personne est un membre égal de la communauté humaine mondiale et un citoyen libre de la Terre. Les divisions sociales, idéologiques et géographiques entre les personnes sont des barrières créées par les hommes, sans base physique ou naturelle. Cependant, malgré les oppositions qu'elles créent, elles doivent favoriser le bien-être commun pour la survie de la société dans son ensemble. D'une manière générale, nous avons tous des besoins et désirs similaires. Avec une coopération universelle et un accès juste et égalitaire, nous pouvons tous exercer nos potentiels et nos talents plus efficacement pour atteindre des objectifs communs. 5. Notre communauté repose sur l'esprit de collaboration et la compréhension de la nature, pourvue par l'éducation de base.
Tout enfant qui, recevant une éducation utile et pertinente sur le fonctionnement de la nature, du monde et de la vie en communauté, rendra en définitive les meilleurs services à ce monde et à cette communauté. L'éducation traditionnelle, imposée et centrée sur la carrière professionnelle, est devenue une force considérablement destructrice. Ultimement, l'éducation remplacera la régulation sociale qui ne constitue en fait qu'un système brut de maintien de l'ordre. L'idée est qu'un enfant comprenant pleinement pourquoi il n'est pas acceptable d'agir d'une certaine façon est infiniment mieux paré qu'un enfant qui ne connaît que la crainte de la punition. 6. Notre communauté offre à tous ses membres les éléments nécessaires à une vie saine, épanouissante et durable, en toute liberté et sans obligation. Toute personne devrait se voir garantir les meilleures conditions de vie techniquement possibles sans recours à l'argent, aux échanges ou à l'endettement. Il n'y a plus de besoin logique de le faire. Cela s'explique par notre maîtrise des technologies et la facilité avec laquelle nous pouvons produire des biens pour nous-mêmes. Toutes les formes de dette et de subordination freinent non seulement le progrès, mais sont désormais complètement superflues. La souffrance humaine est presque entièrement imputable à un système d'échange dépassé. 7. Notre communauté respecte les limites de la nature et ses ressources, en s'assurant que leur utilisation et gaspillage restent minimaux. Nos ressources sont limitées soit par leur quantité en termes absolus, soit par le temps requis pour les gérer et les remplacer. Dans tous les cas, nous devons les utiliser avec sagesse pour préserver l'environnement et gérer leur approvisionnement. En outre, nous devons minimiser notre accumulation de biens rarement utilisés et la quantité de déchets non réutilisables que nous produisons, qui influent directement sur notre environnement. Plus nous préserverons notre monde, meilleures seront nos chances de survie dans le temps. 8. Notre communauté tire essentiellement ses solutions et avancées de l'application de la logique et des meilleures connaissances disponibles. Dans une nouvelle société dénuée d'inhibiteurs et de contraintes financières, les plus grands défis qu'affrontera l'humanité seront techniques. Par exemple, comment fournir suffisamment de nourriture, d'eau, de logement, d'énergie, de matériaux, et assurer un niveau de vie élevé de manière durable pour chacun. Contrairement aux politiques traditionnelles et à la spéculation, la méthode scientifique est un système solide et éprouvé de résolution de ces problèmes techniques, s'appuyant simplement sur les faits et la logique, avec une référence commune à travers toutes les cultures et les langues. 9. Notre communauté reconnaît son obligation d'attention et d'empathie pour les membres qui ne sont pas en mesure d'apporter leur contribution. Les personnes qui, pour une quelconque raison, sont dépendantes ou ne peuvent pas apporter leur contribution à la société peuvent bénéficier de toute la diligence, les égards et les soins possibles apportés par le reste de la communauté, sans obligation. De plus, en tant que futurs contributeurs à la communauté, il est essentiel que nous transmettions autant de connaissances utiles que possible à nos enfants, de façon à stimuler leur créativité, leur intellect et leur développement en général pour assurer le progrès futur. 10. Notre communauté reconnaît sa responsabilité de maintenir une biosphère diversifiée et durable pour les générations futures. Nous devons nous rappeler que nous ne partageons pas seulement notre planète avec d'autres personnes, animaux et plantes, mais aussi avec les graines. Nous devons nous préoccuper de ce que seront les personnes, animaux et plantes du futur, qui vivront et grandiront ici un jour. Ces êtres, qui n'ont pour l'instant pas de voix ou d'influence, ont tout comme nous droit à la vie. Il est dans l'intérêt de toutes les espèces de laisser le monde aux générations futures comme nous l'avons trouvé, voire meilleur, c'est-à-dire dans un état de progrès sain et durable. Alternative. Voici une autre alternative, extraite de « La clé Internation », qui propose un modèle alternatif d'organisation de notre société humaine, au niveau international, sur la base d'une étude faite en France, pour une collectivité laïque équitable. 1. La démarche. Le respect authentique des lois, décrets et règlements de la République française. La création d'une structure réservée à toute personne physique, de plus de 16 ans, jouissant de sa totale intégrité morale et intellectuelle et d'une parfaite honnêteté, ne se portant représentante d'aucune organisation. La mise en œuvre d'une procédure de don de temps, par réciprocité individuelle en entraide effectuée en réseau.
La collectivité laïque équitable a pour seule vocation de créer une trame sociale, palliative et complémentaire par une solidarité entre ses participants. 2. Les conditions générales. L'enregistrement gratuit en direct ou l'enregistrement commissionné par l'intermédiaire des conseillers. 3. Les conditions de participation. Avoir une rémunération inférieure à 4 000 € mensuels, révisable. Ne pas afficher une appartenance philosophique, politique, religieuse, économique, sous quelque forme que ce soit, ni en faire de prosélytisme. Fournir un dossier. La copie d'une pièce d'identité avec photo. Le détail des compétences, facultatif. La liste des attentes demandées et des disponibilités offertes. Le certificat sur l'honneur, facultatif. Le bulletin d'inscription. Le montant de la participation annuelle. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas participer. Chaque participant reçoit un badge d'identification, correspondant à sa situation géographique, à sa fonction au sein de la collectivité laïque équitable, et à son numéro d'enregistrement. Code postal et fonction et numéro de charte personnelle. 4. L'organisation. La clé coordonne le fonctionnement local. Chaque participant peut devenir un conseiller. Le statut des conseillers. Les conseillers locaux, leur rôle est d'informer, contrôler, rendre compte, proposer. Ils sont en relation directe avec leur conseiller départemental. Les conseillers départementaux, ils réalisent une information publique par la distribution de bulletins. Ils enregistrent les participants. Ils organisent le réseau d'échange de temps. Ils tiennent la gestion et la comptabilité des échanges de chaque participant. Ils établissent une liste des attentes et des disponibilités. Ils vérifient le respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils signalent, à la hiérarchie, toute démarche apparaissant suspecte, dans sa modalité ou dans sa nature. Ils appliquent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Ils prennent contact avec les entreprises locales, pour leur signaler les besoins des participants à la collectivité laïque équitable. Les accords pouvant être réalisés entre les participants de la clé, pour leur proposer de participer, d'entériner ou de réfuter les projets prévus par les participants. Ils proposent d'éventuels aménagements. Leur rôle est prendre des décisions en coordination avec les conseillers locaux et régionaux, surveiller la gestion. Ils contrôlent le respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils organisent le réseau d'échange. Ils établissent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Les conseillers régionaux, leur rôle est de statuer sur les conditions de participation. Ils entérinent les décisions de suppression provisoire ou de radiation définitive, en coordination avec les conseillers départementaux et le Conseil national, selon la procédure prévue. Ils contribuent au respect déontologique de la collectivité laïque équitable. Ils contrôlent la gestion. Ils établissent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue. Le Conseil national est composé des conseillers régionaux, représentant la centrale laïque équitable. Son rôle est de statuer sur les cas particuliers et litigieux. Il veille au parfait respect déontologique de la centrale laïque équitable. Tout manquement d'un participant, conseiller local, départemental, régional ou national, aux règles déontologiques de la clé peut être sanctionné par une suspension momentanée à la participation ou par une radiation définitive de participer, selon la procédure prévue. 5. La collectivité de services. Réaliser des échanges de services et de biens, entre participants identifiés, donateurs et receveurs. Entre participants identifiés et tiers, collectivité, ou pour soi-même. Sans causer de préjudice aux activités professionnelles locales. Les services, denrées, marchandises, matériels, articles, produits et les fournitures sont transformés en équivalent temps. Leur unité est égale à une heure d'activité. Une heure d'activité équivaut à 70 €, valeur révisable. La base hebdomadaire de temps en temps est de 20 heures.
Chaque participant reçoit une attribution annuelle de 52 fois 20 heures égale 1040 heures de temps qu'il utilise à sa convenance. Les échanges de temps se font de gré à gré, par tranche horaire, fractionnée, de temps. Les trajets sont pris en considération. L'activité personnelle peut être prise en compte, en tant que de temps à un tiers, après accord du conseiller local ou de la hiérarchie. Les cas particuliers, de temps à la collectivité, sont soumis à la décision des conseillers locaux, départementaux ou régionaux, en accord avec les collectivités concernées. Les cas litigieux sont remontés à la hiérarchie nationale. Un apurement comptable est effectué en fin d'exercice. Les dépassements d'horaire du donateur, au-dessus de 20 heures hebdomadaires moyennes, sont considérés comme du temps de bénévolat. Un temps inférieur, en dessous de 20 heures, doit être régularisé, dans les plus brefs délais et justifié, sous peine de sanction, suppression momentanée ou radiation définitive, par étude du dossier après une procédure d'examen avec l'intéressé. Des produits sont interdits d'échange, tous les produits pharmaceutiques, tous les produits reconnus nocifs ou dangereux. 6. La collectivité de famille. Mettre en œuvre les conditions de vie familiale les plus appropriées, dans le déroulement de leur prise en charge. Réaliser un habitat conforme et adapté aux nécessités de l'amélioration des conditions d'hygiène quotidienne et de bonne santé, sans distinction sociale. Assurer la protection des personnes et de leurs biens. Assurer l'entraide, l'honnêteté, l'ordre et la discipline. Assurer l'équilibre et la survie des espèces. Établir une hiérarchie des compétences de chacun. Ne peuvent participer à cette collectivité de famille, toute personne impliquée dans une structure philosophique, politique, religieuse, économique, ou ayant des antécédents psychiatriques ou judiciaires, en l'absence de soins consécutifs, probants et appropriés, faisant l'objet d'un suivi patent, utilisant des substances nocives ou dangereuses pour la santé, un certificat sur l'honneur est exigé. 7. La collectivité de recherche et d'innovation. Créer les conditions, en recherche et innovation, n'entrant pas en concurrence avec les structures existantes des entreprises françaises. Réaliser les structures adaptées aux exigences déontologiques de la collectivité laïque équitable. Mettre en œuvre des partenariats avec les entreprises. Mettre en œuvre des dispositions, en l'absence de partenariat. Aider à la création de nouvelles structures en auto-entreprise. Sont interdits de recherche, d'innovation, ni de création, tout produit pharmaceutique et tout produit est reconnu dangereux ou nocif. 8. La collectivité d'échange avec l'étranger. Être de nationalité française ou étrangère ou de double nationalité, être résident en France ou à l'étranger, être en situation régulière de séjour en France. Réaliser des conditions d'échange culturel et de loisirs entre les diverses régions françaises et les différentes régions des pays participants. Promouvoir l'apprentissage de l'espéranto, langue officielle de la clé, pour les échanges avec les pays non francophones. Toute personne représentant une structure philosophique, politique, religieuse, économique ne peut participer à la collectivité laïque équitable. 9. Le fonctionnement. Chaque conseiller est un participant de la clé. Il est en partenariat avec la clé. Il est un entrepreneur individuel en auto-entreprise. Chaque conseiller fonctionne en contrat tacite de partenariat avec la clé, pour ce qui concerne l'octroi de la charte, la contribution annuelle des participants à la clé, et pour la réalisation de sa propre entreprise. Il est en totale indépendance pour la vente de biens et de services. Il est déclaré auto-entrepreneur au CFE avec numéro de siérant. Il peut être en premier emploi, étudiant, chômeur, retraité, salarié, fonctionnaire, à titre principal ou complémentaire. Il doit être informatisé et relié à Internet par l'ADSL. Sa publicité et sa domiciliation peuvent être établies individuellement ou en partenariat avec la clé. Il est tenu d'établir une comptabilité succincte, sans TVA, selon le régime de l'auto-entreprise. Toutes les informations sont fournies par la clé. 10. La charte.
Aucun des 10 articles de cette charte ne peut être modifié ni supprimé, en créant de la valeur humaine par des échanges non monétaires. L'analyse de notre économie de marché fait apparaître que 97% des échanges financiers réalisés dans les États sont spéculatifs, avec seulement 3% de la masse monétaire utilisable par les acteurs de l'économie réelle, statistique moyenne mondiale. Cette situation engendre, dans le temps, épisodiquement, un chaos économique et social. Ces conséquences ont contraint certains acteurs sociaux à tenter d'instaurer de nouvelles valeurs, par des échanges localisés, dans le but d'installer une économie plus sociale. Son défaut est la mise en place de monnaies parallèles, multiples, déroutantes et éphémères, au nom très fantaisiste, appelées familièrement « monnaie de singe ». Ce modèle économique, impliquant parfois des entreprises régulièrement accusées de travail illégal, n'est pas viable à long terme et conduit immanquablement le pouvoir politique des États à dénoncer ces pratiques et accuser ses protagonistes de faux monnayeurs. Cependant, la rigueur économique réinstalle actuellement ces monnaies alternatives locales, répertoriées dans plusieurs États européens mais aussi partout dans le monde, plus de 20 en France, plus de 50 en Allemagne, toutes aussi déconcertantes que les précédentes. La clé Internation, la clé France, la collectivité laïque équitable, vous offre, pour la première fois, le moyen de fédérer toutes les initiatives et les bonnes volontés, dans un esprit de parfaite équité, sans le risque d'une conséquence de fausse monnaie. Elle assure le maintien d'une meilleure structure économique, par une entraide collective, avec une possible incidence pour les entreprises concernées, ou la création de nouvelles, sans le risque du travail illégal. La clé permet une coopération avec les collectivités, les associations, etc. Pour une récupération des temps de bénévolat, bien légitimes, généralement utilisés sans réciprocité. Une coordination avec les familles, d'une façon dynamique en permettant une implication de tous les acteurs sociaux, y compris les plus vulnérables, basée sur la solidarité, la fiabilité, l'efficacité et la confiance. Son modèle d'échange est très simple à utiliser. Il est concrétisé par un bon ou une carte à puce, avec une gestion et une comptabilité informatisée permettant un suivi très rigoureux des échanges. La clé est le modèle actuel permettant l'épanouissement personnel par une répartition plus équitable des ressources collectives, pour un système économique durable et enfin social permettant une amélioration de la qualité de vie, selon les instructions de sa charte. Des évasions. Aucun pouvoir, y compris celui de la justice, ne semble pouvoir intervenir à l'encontre de la toute-puissante administration fiscale. Le silence y serait total, de leur part, en ce qui concerne les infractions commises dans le domaine fiscal. Ceux qui fraudent seraient les plus puissants, avec la complaisance, et peut-être la complicité des services fiscaux. Le ministère du Budget serait le mieux informé des dérives, en la matière. Cela concernerait une finance occulte et des fraudes organisées. L'opacité de ce ministère y serait totale, mais jamais sans influence. Or, lui seul aurait le pouvoir, non exercé, de transmettre les informations à la justice concernant ces informations sur les évasions fiscales. Les fraudeurs ne pourraient, par ce fait, être inquiétés par la justice, quand bien même elle en aurait la volonté. Et malheur à un quelconque juge, qui serait tenté, par la recherche d'une quelconque justice. Son sort serait vite organisé. Malgré les bonnes intentions, toutes les déclarations d'intention de vouloir modifier le système, il apparaît que rien de concret n'est toujours pas entrepris. Ce qui est appelé des schémas d'optimisation de la fiscalité sont des moyens de détournement de montants extravagants, d'une sophistication extrême, permettant de créer les conditions optimales de l'évasion fiscale. Le laxisme légendaire perdurera encore longtemps dans ce domaine. Il y aurait une parfaite connaissance des tricheurs, leurs noms et adresses seraient parfaitement enregistrés. Il serait ainsi plusieurs dizaines de milliers à ne jamais être inquiétés, d'aucune façon. Cette contrepartie pourrait-elle concerner les financements occultes des partis politiques ? Il y a, en l'occurrence, une banalisation de la fraude fiscale, délégitimant ainsi une quelconque lutte à son encontre,
qui peut être expliqué de différentes façons, en faisant une totale abstraction du traumatisme causé aux citoyens, encore honnêtes par nécessité, sans autre alternative. S'il n'y a pas de justice fiscale, alors il devient impératif de tenter à frauder le fisc. Car, autrement, les citoyens honnêtes, s'il en reste encore, seraient considérés comme autant d'idiots. C'est l'égalité de tous et pour tous qui devient obsolète. La cohésion de la société humaine n'a plus lieu d'être, à chacun sa conscience envers la collectivité. Comment en arrive-t-on là ? À cause de l'endettement collectif, alimenté par le crédit et une dette toujours croissante. La dette publique a explosé. L'endettement collectif, à partir d'un certain niveau, devient une spirale infernale dont il n'est plus possible de s'extraire. C'est une course perpétuelle à l'emprunt continu, toujours grossissant. Les prêts consentis aux États, par les banques privées, sont sans risque, les contribuables sont toujours là pour assumer la dette. Au-delà d'un certain seuil d'endettement, les impôts ne servent plus qu'à rembourser les intérêts de la dette, qui elle continue à s'accroître. Au cours de l'histoire, les rois de France n'ont jamais remboursé leurs dettes, devenues exorbitantes. Leur souveraineté leur octroyait les pleins pouvoirs. La dictature a en fait changé de camp. Ce sont dorénavant les créanciers qui dictent leurs propres lois aux endettés qu'ils s'efforcent de maintenir dans leur carcan. Les banques centrales se sont ensuite désolidarisées des dettes étatiques. C'est enfin le néolibéralisme qui précipite la déréglementation des crédits. Les banques privées possèdent alors les pleins pouvoirs sans restriction ni contrôle. Alors qu'on continue à faire croire aux populations qu'il leur suffit de travailler, toujours plus, pour créer de la richesse et rembourser les emprunts. Dans la réalité économique, l'argent est créé, par les banques, à partir de rien. L'argent, qui à l'origine a été conçu comme un bien public, permettant de faciliter les échanges de biens et de services, comme l'air, l'eau, etc., est devenu un bien privé, que les banques privées se sont octroyées. C'est à partir de là que se sont développées les grandes puissances autonomes, imposant leurs dictats aux États qui perdent, de ce fait toute souveraineté. Leurs privilèges deviennent exorbitants et exponentiels. Elles réalisent 95% de la production monétaire et dirigent ainsi les États. Cette situation a bien évidemment été volontairement instaurée. Elle permet à une poignée d'individus de pouvoir gouverner le monde. À chaque fois qu'une bulle se crée et le système aboutit immanquablement à la création de bulles économiques, les faillites privées, volontairement provoquées, sont remboursées par les impôts. On retrouve là aussi le recours à la collectivité qui devient responsable de l'irresponsabilité de ses dirigeants. C'est un extraordinaire casino où les créanciers restent perpétuellement gagnants, car ils sont devenus très habilement des services publics indispensables. Tous les citoyens deviennent tributaires de la dictature instaurée par les banques et perdent tous leurs précédents repères. Et le système est tellement habile qu'il instaure, auprès des citoyens, un sentiment de culpabilité collective permanente et perpétuelle, afin qu'ils n'aient pas la tentation de se rebeller. Il s'agit, bien évidemment là, d'un réseau de mise en esclavage des peuples. Tous les gouvernants de tous les pays sont de connivence avec cette situation. Les politiques d'austérité sont mises en place pour précipiter la précarisation des peuples afin qu'ils n'aient aucune possibilité de se soulever, jusqu'à quand ? Jusqu'à la réalisation de régimes imposant leur dictature plus répressive encore ? Les États-Unis maintiennent toujours leur pouvoir monétaire en créant l'inflation perpétuelle et en faisant dégringoler les États concurrents par des guerres très judicieusement orchestrées. Le peuple islandais a résolu ses problèmes économiques en dissolvant son gouvernement, en nationalisant ses banques. Les principaux responsables des banques sont jetés en prison, certains parviennent à s'exiler. Il a également décidé de ne pas rembourser les dettes contractées par les irresponsables qui les dirigeaient. Un référendum populaire donne un non majoritaire au remboursement de la dette, par 93% des Islandais consultés. Une assemblée populaire constituante a été créée pour réécrire une nouvelle constitution, et ce, sans heurts ni violence. Cela s'appelle tout simplement une leçon de démocratie. Il ne faut pas s'attendre à ce que les moyens d'information européens en fassent état.
Le silence est total à l'égard de cette situation exemplaire. Le Japon supporte une dette équivalente à 200% de son PIB. Son système économique s'achemine vers un effondrement qui entraînera l'Europe, l'Amérique. En attendant, les économistes ont trouvé un nouvel Eldorado qui s'appelle la protection de l'environnement. Des groupes économiques louent leurs abeilles pollinisatrices disparues aux États-Unis et en voie de disparition en Europe. Le prix de la nature peut être évalué. Les cyniques connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Les écosystèmes sont pollués, surexploités, démantelés. Les économistes font le calcul que plus les produits deviennent rares et plus ils deviennent chers et plus ils peuvent engendrer des profits. L'emprise géologique des humains est sans logique. La dernière crise de la biodiversité sur notre planète a eu lieu il y a 165 millions d'années, à cause d'une météorite. La crise d'extinction des espèces est actuellement de la même intensité et seul l'humain en est la cause. Une biobanque a été créée aux USA. Son rôle est de préserver l'espace vital d'une variété de mouches contre rémunération. La protection des espèces est désormais entre les mains des banquiers. Des actions, animaux ou végétaux, sont en vente, ainsi que leurs habitats naturels. Il suffisait d'y penser. Dans les faits, la solution consiste à vendre des actions à un entrepreneur susceptible de détruire un habitat préservé. La spéculation se fait sur certaines espèces au détriment des autres. C'est aussi le cas des OGM et des céréales hyperproductives. Tout dans la nature va pouvoir devenir un capital d'investissement. Une valeur intrinsèque sera bientôt attribuée à tous les éléments de la nature qui représenteront un actif financier. Le marché, Matrix, des écosystèmes est né. Des fonds d'investissement se chargent de donner les valeurs à attribuer. Des forêts primaires, encore existantes, sont ainsi évaluées. La logique de cette solution est particulièrement perverse, puisqu'elle permet aux grands groupes financiers d'acheter les droits à détruire. La taxe carbone avait déjà permis cette dérive. Ce sont en fait des permis de polluer et des permis de détruire. C'est, pour les grands groupes financiers, une prochaine opportunité d'instaurer de nouvelles sources de profit. Ce n'est pas un hasard si l'on découvre le nom de Goldman Sachs associé à ce type de spéculation. The Nature Conservancy y est associé. Est-ce vraiment un hasard ? Est-ce aussi un hasard que son directeur général est un ancien haut responsable de cette banque ? L'Europe est aussi dans la ligne de mire. 50 000 lobbyistes y sont déjà à pied d'œuvre, afin de pouvoir exercer des pressions sur les organes politiques européens. Les multinationales sont sur les rangs. Les Nations Unies participent activement à ces dérégulations de la nature. Ils ont tout simplement décidé de privatiser la nature pour les profits des géants économiques et financiers. Le système est prévu pour fonctionner selon le même schéma que celui de la compensation carbone. C'est-à-dire que celui qui engendre une certaine quantité de rejet de dioxyde de carbone achète un papier lui permettant de le faire, puisque ce document stipule qu'un équivalent d'absorption de même volume que cette dioxine existe ailleurs sur la planète. Les pollueurs sont ainsi accrédités de pouvoir continuer à polluer, en toute quiétude. Il y a du souci à se faire, pour la nature. Le cynisme des hauts responsables économiques et financiers n'a pas de limite, ils sont prêts à tous les génocides, pour assouvir leurs prétentions, les laisser agir est à la fois criminel et suicidaire. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection